Oui, bonjour. Moi aussi, je voudrais m'associer à vous féliciter l'ARCEP pour son travail. Je trouve que c'est une autorité qui est en phase avec son temps et ses enjeux. J'en veux pour preuve les félicitations que vous adressez lors de la Rodière. Je crois que c'est un saut de qualité, si Madame de la Rodière vous le dit. Concernant le mobile, j'ai pas pu venir à l'audition hier, mais j'avais rencontré Monsieur Louette la semaine passée et il nous parlait peut-être de difficultés, de contraintes réglementaires pour avoir le temps d'obtenir les autorisations nécessaires pour installer toutes les antennes et les pylônes nécessaires à cette couverture sur le mobile. Donc, qu'est-ce que vous en pensez sur ce sujet-là ? Vous avez parlé de l'évolution de la définition de zone blanche, puisqu'au final, c'est bien le ressenti qui est important pour nos concitoyens, à savoir de pouvoir téléphoner depuis leur domicile. Pour l'instant, ils n'ont pas encore la Wi-Fi pour la voix dans leur domicile. Et enfin, toujours sur les mobiles, est-ce qu'il y aura des obligations de pylônes partagés en milieu rural pour éviter une forme de prolifération? Ça, c'est sur le mobile. Concernant le fixe, dans mon département, la Vienne, c'est la collectivité départementale qui a choisi d'organiser le déploiement notamment de la fibre. Ils ont choisi une montée en débit et d'alimenter tous les sous-répartiteurs en fibre. Sauf qu'un certain nombre de sous-répartiteurs les câbles n'ont pas été posés en pleine terre, donc des vraies difficultés financières, et je ne vois pas quel côté coercitif sera appliqué, parce que le département ne souhaite pas s'engager sur ces sous-répartiteurs desservis, on va dire, à l'ancienne. Donc, quels seront le côté coercitif pour ces secteurs-là ? Enfin, je voudrais vous alerter sur une technologie qui se déploie en Afrique, qui s'appelle la TV White Space, qui utilise les fréquences hertziennes libérées par la télé. Un avis. Et dernier point, je voudrais... le net, c'est très bien, il y a des vrais dangers liés à l'utilisation, il y a une fracture numérique sociale sur les dangers du net. Quelle action envisagez-vous sur ce sujet-là ? Nicolas Desmoulins, pour terminer cette série. Monsieur Soriano, vous parlez d'arbitre. L'arbitre du net, c'est le consommateur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'arbitre du net, c'est les plateformes, c'est Google. J'aimerais avoir un peu plus de précision sur vos attaques sur les GAFA. Ma première question, est-ce que la polémique de l'ancien directeur Benoît Loutrel est un petit peu liée à votre réaction ? Je vous ai lu donc sur des phrases un petit peu choc. Est-ce que d'annoncer un démantèlement de Google, c'est pas à la fois un petit peu utopique et pour faire un petit buzz, sachant que vous préconisez donc, si j'ai bien suivi vos propos, deux solutions, donc les taxes, on est d'accord, ça va être long à mettre en place et ça va se faire au niveau européen. Et ensuite, vous parlez de régulation. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu vos propos ? Pour ma part, je pense que aujourd'hui, d'essayer de faire monter en puissance des moteurs de recherche français ou européens, c'est un combat qui est perdu d'avance. Je vous donne mon avis. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus travailler sur les responsabilités de toutes les plateformes, parce qu'il n'y a pas non plus que Google, il y a Bing, il y a beaucoup de faiseurs internationales, et je pense que l'idée, ça serait surtout de ramener ces plateformes à une législation de médias pour pouvoir les responsabiliser et les condamner sur le contenu qu'elles affichent. Je pense que le vrai combat, il est là. Aujourd'hui, il n'y a aucun filtre sur ce que annonce Google. Donc, on a Google ne prend aucune responsabilité là-dessus. Voilà. Est-ce que vous pouvez donc préciser votre angle d'attaque sur ces GAFA? Merci. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Concernant la 5G, donc nous avons effectivement listé un certain nombre de territoires sur lesquels nous disposons de fréquences. Mais ça n'est pas exclusif. Et notamment, comme je le disais, nous étudions la possibilité d'ouvrir dans certains territoires d'outre-mer. Donc le déroulé de ces pilotes sera extrêmement simple, c'est-à-dire que c'est vraiment aux acteurs qui souhaitent les porter de les définir. Et donc notre appel à pilote s'adresse à tout le monde, bien sûr les opérateurs. Mais la 5G,
sera aussi beaucoup, sans doute, une affaire de ports connectés, d'usines connectées, d'hôpital connecté, d'autoroutes connectées. Et donc, nous pouvons imaginer que le réseau 5G ne soit pas seulement porté par les opérateurs, mais soit porté par les utilisateurs eux-mêmes. Ou des intermédiaires, comme par exemple un constructeur d'autoroute qui monétiserait la 5G auprès des voitures, par exemple, des utilisateurs ou des équipementiers. Donc, il peut y avoir tout un tas de modèles économiques. Et ce que nous voulons, c'est tester ces modèles économiques. Donc, nous avons ouvert le plus largement possible. Et j'ai profité de ma présence au sommet Choose France pour proposer à certains CEO internationaux de venir tester la 5G en France. Et donc, notre objectif, c'est très simplement, d'ici la fin de l'année ou le courant de l'année prochaine, de pouvoir avoir en France, comme je le disais, un port connecté, un hôpital connecté, une école connectée, quelques pilotes qui permettent de mieux comprendre les cas d'usage. Parce que ce que nous voulons éviter, c'est de nous précipiter vers une attribution qui serait trop dans l'inconnu. Parce que si nous devions aujourd'hui réaliser une attribution de la 5G, moi je serais bien en peine de vous dire quelles sont les obligations qu'il faut imposer aux opérateurs. Puisque parmi tous les usages que je vous décris, je ne sais pas lesquels seront retenus. Est-ce que c'est vraiment la 5G qui sera le réseau de connectivité des voitures? Les acteurs de l'automobile parlent beaucoup du vehicle to vehicle, c'est-à-dire la communication entre les véhicules, pas nécessairement la communication avec un réseau. Et puis, donc, est-ce qu'il faut couvrir les routes ou non en 5G? Aujourd'hui, je ne le sais pas. Et une autre question, c'est à qui attribuer ces fréquences? Est-ce qu'il faut les attribuer aux opérateurs ou est-ce qu'il faut les attribuer à Eiffage, à Volvo, au port autonome du Havre? Je ne le sais pas. Et donc, c'est pour cette raison que nous faisons ces pilotes, pour pouvoir mieux comprendre. Et en même temps, j'entends votre argument de la compétitivité internationale. Ces pilotes vont permettre à la France de montrer qu'elle avance sur la 5G. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des Jeux Olympiques en Corée ou au Japon, c'est de la communication. Parce que la 5G n'est pas normalisée aujourd'hui. Quand on parle de la 5G aux États-Unis, c'est de la 4G+ fixe. C'est en fait le très haut débit radio que nous sommes en train d'ouvrir, nous aussi, en France cette année. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir être présent, mais sans nous précipiter dans une attribution dont nous ne maîtriserions pas les tenants et aboutissants actuellement. Et donc, notre proposition vis-à-vis du gouvernement, mais qui n'est qu'une proposition à ce stade, nous attendons bien sûr un retour, c'est toujours une histoire à deux entre l'ARCEP et le gouvernement, ces attributions. Notre proposition, c'est plutôt d'envisager une attribution en 2020 sur la base des retours d'expérience que nous aurons eus de ces pilotes. Concernant le New Deal, j'y reviens. D'abord sur la question de la crédibilité des engagements. Je pense que c'est une question absolument essentielle. Les engagements qui vont être pris vont être inscrits dans les autorisations des opérateurs, c'est-à-dire dans le document qui les autorise à utiliser les fréquences. Donc c'est un document qui est critique pour les opérateurs. Et donc ce sera inscrit dans ce document dès le mois de juin à peu près, en ce qui concerne les obligations 2018, 2019, 2020, et dès le mois de septembre-octobre pour les obligations au-delà. Et donc, ce qui a manqué jusqu'à présent, ça n'est pas tant la capacité de l'ARCEP à contrôler ou le respect effectif des opérateurs de leurs engagements, c'est le contenu même de ces engagements. Et donc c'est ça le changement de donne. C'est que les engagements eux-mêmes sont inscrits maintenant dans les attributions et donc ils ont une valeur très forte. J'entends néanmoins votre point sur la question des contrôles. Et aujourd'hui, je ne vous cacherai pas une certaine tension au niveau des moyens humains dont dispose l'ARCEP. Dans cette revue stratégique que nous avons appelée Pivot, que nous conduisons maintenant depuis 3 ans, le défi est à la fois de se réinventer en termes de priorité, mais c'est aussi un défi interne immense de redéployer à peu près 25% des agents de l'ARCEP de missions qui sont peut-être moins importantes qu'elles n'étaient auparavant vers les nouvelles missions. Et dans ce redéploiement, eh bien, ce redéploiement est nécessairement progressif, mais il appelle évidemment des moyens de formation, des moyens informatiques, des moyens d'études qui nous permettent d'accompagner cette transformation des agents de l'ARCEP et de l'institution dans son ensemble.
Nous avons eu plutôt des nouvelles réconfortantes de la part de Bercy, qui gère le programme 134 auquel nous appartenons, concernant ce budget de fonctionnement. Et nous avons aussi pris notre part aux efforts, puisque nous déménageons dans un lieu qui, à la fois, nous permettra d'inventer des méthodes de travail plus agiles et coopératives, mais aussi qui nous permettra de faire des économies et de réduire de près de 30% notre loyer. Mais il reste les moyens humains. Et sur la question des moyens humains, je suis inquiet, puisque notre demande de moyens humains pour 2018 était d'avoir une augmentation de 2 ETP. Et aujourd'hui, ce qui a été notifié par le secrétariat général de Bercy, c'est -3. Donc j'ai dû écrire au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour lui dire que je n'avais pas le choix que d'engager les moyens pour répondre aux objectifs du président de la République sur la couverture mobile, sur le très haut débit radio, sur les cartes fixes qui ont été annoncées par le Premier ministre à Cahors. Et donc, il ne peut pas y avoir à un moment des missions qui sont confiées et des moyens qui ne vont pas avec. Donc moi, j'engage les moyens. Et donc, on verra ce qui se passe. En tout cas, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a cette tension. L'ARCEP est l'objet d'un examen par la Cour des comptes, ainsi qu'une douzaine d'autorités administratives indépendantes actuellement, notamment sur sa politique salariale. Et j'ai vu un tableau qui montre que sur les 12 autorités qui sont examinées, une seule a vu sa masse salariale diminuer en 6 ans. C'est l'ARCEP. Et donc, il y a un moment où la question de la priorité des sujets que nous portons doit être en adéquation avec les moyens dont nous disposons. Concernant le Grand Est, écoutez, il s'agit d'un projet d'abord sur le fixe. L'accord, le New Deal qui a été conclu, porte lui sur le mobile. Donc l'interface entre les deux me paraît relativement limitée. Et donc je pense que le New Deal ne remet pas particulièrement en cause ce projet très important. Concernant la question du partage des pylônes, j'ai bien entendu ce point. Effectivement, il y aura une mutualisation des pylônes. D'abord, une mutualisation de l'installation elle-même, sur lequel nous poussons les opérateurs à coopérer beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui. À chaque fois qu'un nouveau site sera signalé, sera construit, ils devront se le signaler les uns les autres pour pouvoir le dimensionner. Et puis, même l'électronique qui est mise sur le pylône sera, elle, partagée dans un certain nombre de situations, notamment lorsque aucun opérateur n'apporte une bonne couverture. L'électronique sera partagée entre les opérateurs. J'en viens maintenant aux questions sur Internet et les GAFA. D'abord pour dire que toute mon amitié vis-à-vis de Benoît Loutrel, l'ancien directeur général de l'ARCEP, et le caractère tout à fait indépendant de mes prises de position, puisque j'étais notamment intervenu à Futur en Scène à propos sur le thème « Hackons les GAFA », bien avant qu'il ait été envisagé ce départ, et vous pourrez trouver ces éléments sur mon compte Medium. Non, donc ça n'a rien à voir. La question du démantèlement de Google, je crois que c'est vraiment une phrase qui a été reprise dans un article qui visait à décrire la modernisation de l'ARCEP. Bon, ce n'était pas mon intention première d'évoquer ce sujet. Et pour être plus concret sur les solutions, vous avez raison de souligner qu'il y a une première question qui est celle des responsabilités. Et de manière plus générale, il y a une première question, c'est quelles sont les règles existantes auxquelles les plateformes doivent être soumises. Et c'est aussi ce qu'a tranché la Cour de justice européenne vis-à-vis d'Uber. Il ne s'agit pas toujours de créer des nouvelles règles. Il s'agit aussi de dire comment certaines règles peuvent s'appliquer aux plateformes. Et ça, vous avez raison de dire que c'est une partie très importante du problème, et ça vaut aussi pour la fiscalité. Il n'en demeure pas moins que les GAFA occupent aujourd'hui des positions extrêmement fortes, qui posent non seulement des problèmes de concurrence, mais qui posent un problème de liberté, et notamment de liberté d'innover et de liberté d'expression. Et donc, il y a des travaux à porter au niveau européen sur ce sujet, puisqu'il serait dommage que la France s'engage dans une aventure solitaire. Si une régulation vraiment coercitive devait être recherchée.
Donc le point sur lequel j'ai voulu insister aujourd'hui, c'est de dire que, avant même d'envisager une régulation vraiment coercitive, on peut déjà être un peu intelligent et utiliser le pouvoir de l'information pour influencer ces grands acteurs. C'est ce que nous faisons dans les télécoms à travers cette régulation par la data, c'est-à-dire demander de l'information aux opérateurs économiques, la voir à l'ARCEP, l'agréger et la restituer pour permettre aux utilisateurs de comprendre ce qui se passe. Et donc, l'idée pourrait être de commencer à ouvrir la boîte noire, tout simplement, et à pouvoir restituer vis-à-vis des utilisateurs ce qui se passe, pouvoir comparer. Vous êtes pessimiste sur la capacité d'un acteur français des moteurs de recherche. Je n'ai pas à me prononcer sur ce sujet. En tout cas, aujourd'hui, il serait intéressant que les consommateurs puissent faire la différence, qu'il y ait un arbitre objectif qui puisse dire, écoutez, tel moteur de recherche est un peu biaisé, tel moteur de recherche protège mieux votre vie privée. À partir d'une indication qui soit objective et neutre. Et à partir de données bien informées. Parce qu'aujourd'hui, ces acteurs communiquent de leur propre gré. Mais ils ne sont pas dans un schéma coercitif de communiquer de l'information. Et donc avant d'envisager de contraindre ces opérateurs en leur imposant des nouvelles règles de comportement, une piste serait de commencer par leur imposer de communiquer de l'information pour permettre qu'un arbitre neutre puisse influencer potentiellement le débat, informer le débat public et potentiellement influencer les consommateurs, peut-être pas tous, qui, sur la base de cette information, pourraient être amenés à changer leur comportement. Ça n'est sans doute pas l'alpha et l'oméga, mais c'est une première brique qui permettrait d'avancer concrètement et de sortir d'une forme d'obscurantisme dans laquelle nous sommes aujourd'hui à travers ces boîtes noires. Merci de votre attention.